N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé, Taxi Presse de ce mardi 30 octobre 2018. L'équipe n'a pas changé. Joël Ega, le patron de l'hebdomadaire Fraternité. Acha Ibrahim, le patron de l'hebdomadaire Temps Nouveau. Ambroise Ponjo de Guadiane et Fioklou d'Anglenou, l'enquêteur. Ensemble, nous reviendrons sur les grands sujets de l'actualité. Nous parlerons politique avec la situation actuelle et ce qui se passe aussi un petit peu dans la ville de Sokolo depuis quelques jours. On en a parlé hier avec les confrères, on reviendra sur le sujet ce matin. On abordera bien d'autres questions liées donc à la situation du Togo. Voilà, retour en studio avec les confrères. Avant peut-être de les retrouver, vous dire que dans les kiosques ce mardi, vous pouvez trouver le quotidien Togo Matin, le quotidien Liberté, le bi-hebdomadaire L'éveil de la nation, l'autre bi-hebdomadaire L'Alternative, il y a l'Union pour la patrie également. Vous avez l'hebdomadaire L'Indépendant Express et l'hebdomadaire Le Médium, voilà les journaux presse papier qui sont avec nous ce matin. Bonjour, Joël Égard. Bonjour, mon cher ami. Bonjour aux fidèles de la 11, 12 et demi, c'est ça? Vous devez le savoir, Joël. Non, parce que des fois, on leur fait des bonus pour aller jusqu'à 11h45. Non, on n'est jamais allé à 11h45. Bon, 35 au moins. Non, midi 45, on n'est jamais allé. Midi 45, plus, midi 35. Bonjour, Acha Ibrahim. Bonjour Eric et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment et bonjour à tous les grands citoyens d'État de la plateforme Taxi Presse. Merci d'être là. Bonjour, Ambroise Ponjo. Oui, Eric, bonjour. Je dis bonjour à tous les Togolais, surtout à ceux qui sont actuellement martyrisés à Sokodé et à Paratao. Oh là là, oh là là. On va revenir sur le sujet tout à l'heure. Et on sera rejoint aussi par Fioklou d'Anglenou, le patron de bimensuel L'Enquêteur. Mais avant, je voulais poser une question un petit peu standard. Acha Ibrahim, est-ce que vous avez le sentiment que les Togolais se portent bien aujourd'hui, plus qu'hier? Non, il faut avoir le courage de le dire. Et ce qui se passe actuellement est très préoccupant. Vous savez que sur le plan économique, les gens ne se retrouvent pas, les entreprises ne roulent pas comme il se devait. Et quand vous approchez un peu les ménages, c'est la désolation totale. Il y a un problème socio-économique très crucial et très sérieux. Et je pense que les autorités doivent rapidement voir dans quelle mesure il faudrait mettre des mécanismes en place pour vraiment améliorer le quotidien de nos compatriotes. On nous annonce le plan national de développement, un plan très ambitieux, un programme très ambitieux. Bon, mais encore faudrait-il qu'on trouve les bonnes personnes et surtout des gens qui ont une certaine fibre patriotique pour mettre en œuvre tous les projets contenus dans ce programme national de développement. Aujourd'hui, le chef de l'État discute même avec des partenaires en Allemagne à propos de cela. Moi, je souhaite vivement que tout ce qui y aura comme affectation des ressources, financement des projets, que ça puisse aller directement sur le terrain et que cela puisse améliorer tant soit peu le quotidien des citoyens. De nos compatriotes, de nous tous. Tout à fait. Vous parlez tout à l'heure de trouver les bonnes personnes pour qu'elles occupent la bonne place. Visiblement, on les a, puisque le chef de l'État, depuis quelque temps, prend son bâton de pèlerin pour sillonner les capitales, pour chercher le financement. Il était en Chine, vous vous rappelez certainement, par rapport donc, à ce sommet où le Togo devrait prendre quelques millions de dollars. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne. On évoquera le cas de l'Allemagne, on s'intéressera à cette annonce d'Angela Merkel qui, quand même, a retenti dans les oreilles depuis hier. Il y a certains qui ne semblent pas écouter. Mais on va y revenir tout à l'heure. Je vois les gars, je vous poserai la même question que Acha Ibrahim. Vos compatriotes, vos concitoyens, est-ce qu'ils se portent bien aujourd'hui, plus qu'hier? Les Togolais ne se portent pas mieux qu'il y a un an.
Et cela va de soi parce que, dis-moi, Eric, si en tant que journaliste on te demande aujourd'hui, je sais que si c'est toi qui poses la question, mais si quelqu'un, si tu te demande aujourd'hui que sera le Togo d'ici décembre, tu peux le dire? Aucunement. Non, je ne connais pas l'avenir. Oui, mais si on te dit de parler du Togo en filigrane en tant qu'observateur de la scène politique, est-ce qu'il y a la quiétude? Est-ce qu'on a mis en place les différents éléments pour nous garantir de bonnes fêtes de fin d'année? Aucunement. Aucunement, on ne l'a pas aujourd'hui. Mais ce dont les gens... Excusez-moi. Ce qui est partagé aujourd'hui, c'est que il y en a qui ont suffisamment monté ces derniers jours qu'on est prêt à aller au pire si on tient à ce que nous faisions ce que la CEDEAO demande. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que quand nous prenons le cas de... Ambroise a bien fait de citer le cas de Sokoré. Avant Sokoré, il y a eu Kara, où on est allé bastonner. Et comment l'appelle-t-on? On a vu la scène regrettable qu'on nous a offert au Parlement. Et moi, je dis, les Togolais ne se portent pas bien, même si, parce que c'est ce que nous avons toujours partagé. On donne une quiétude externe, mais dans notre esprit, on est tendu. On est tendu. Aujourd'hui, pour te résumer, est aujourd'hui tendu. Oui, le Togolais est tendu, justement. Le Togolais est tendu. Bien. On va revenir sur toutes ces questions que vous évoquez. Ambroise Kondo. Oh, bon, je pense que les Togolais sont de plus en plus laissés à eux-mêmes dans une misère indescriptible, dans une frustration de voir le ciel s'éclaircir difficilement. Et quand vous questionnez le nombre de Togolais, que ce soit des femmes qui s'intéressent mais qui ne s'intéressaient pas à la politique, des gens qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe sur la radio et la télévision, tout le monde s'y intéresse maintenant, ça veut dire que les choses ne marchent pas, les affaires ne marchent pas. Certains ont fermé les boutiques parce que, au-delà de ceux qui ne viennent pas acheter, il y a les impôts qui sont à la trousse. Et il y a d'autres encore qui se sont endettés. Les gens se sont endettés dans le pays. Parce que ce qu'il faut trouver à manger, c'est un problème. Ce qui fait que même certaines bonnes volontés, les généreux n'arrivent plus maintenant à prêter de l'argent, leur argent à autrui. Vous pouvez mourir. Donc la situation est sérieusement criarde et en même temps criante, et il faut aller chercher les causes. Les causes, c'est le régime qui est en place, qui a instauré un système. Mais là vous tirez une conclusion hâtive. Ce n'est pas hâtive. Je voudrais terminer pour que le nom n'interprète pas ce que j'ai dit. Je vais aller jusqu'au bout. Terminé. En disant qu'en réalité, quand vous avez un système, et que moi, je suis opérateur économique, je voudrais être opérateur économique, je voudrais créer une entreprise. On me demande d'avoir la carte unie d'abord. Non, ça va figurer quand même dans les documents. Ça, non, c'est ça. On fait tout pour vous ramener à eux. Ce qui fait qu'il y a nombreux d'hypocrites qui se sont greffés sur le parti. Est-ce que vous avez la preuve de ce que vous racontez? Mais j'ai des éléments. Vous avez des gens qui se sont greffés sur le parti uni. Je vous donne juste un exemple. Non. Quand vous allez dans le GIO, oui. Quand vous allez voir à Davier, tout ça, les réserves sont morcelées. Et c'est des gens qui se disent responsables locaux d'UNI, qui sont au-devant des mascarades, au-devant des ventes des réserves. Oui, mais peut-être que ce sont des zélés, mais on va pas le... Ce n'est pas une question de zélés. Quand vous allez dans la Poso, oui, ou dans le Bamono, c'est les mêmes scènes qui se produisent, vers Tongue et autres. Quand vous allez vers les lacs, c'est les mêmes scènes. C'est-à-dire que ceux qui se disent qu'ils sont responsables locaux de UNI, je vous dis qu'ils sont plus qu'un commissaire dans la région. Ils font tout. Mais des gens même arrivent, ils ont créé des prisons chez eux à la maison. Responsable d'UNI, responsable local, je sais ce que je dis. Ambroise. Oui. Les gens ont créé des prisons chez eux à la maison. Oui. C'est pour vous dire qu'en réalité... C'est la première fois que j'écoute ça. Oui. Les gens sont en mèche avec les CB, les commissaires, dans la localité, ont créé, le gars a créé pratiquement une prison chez lui. Où on tabasse. Ça dit que... C'est où ça? Ça, c'est vers la zone
comment vous l'appelez, la zone du Mont là, ça y est, j'ignore la localité. Je vais refouiller parce que j'ai les éléments, je vais refouiller, je vais te revenir. Ça, c'est le côté social. Le côté économique, maintenant, tu veux créer une entreprise, si tu n'es pas du parti ou si tu ne te bases pas sur quelqu'un qui est du parti, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, c'est une situation qui est claire. Si tu es ami avec quelqu'un et que tu es très critique vis-à-vis du pouvoir, la personne là risque d'avoir des problèmes. Ça, c'est un régime fasciste. Donc, c'est le comportement d'un régime fasciste et léniniste que nous sommes en train de vivre. Calmement au Togo, on habille les choses, mais les choses se détériorent de jour en jour. Très bien. Ben, Ambroise, merci beaucoup d'avoir donné votre point de vue sur ce que vos concitoyens sont en train de vivre. Je voudrais maintenant qu'on s'intéresse à cette conférence qui a cours aujourd'hui à Berlin, en Allemagne. Le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé y prend donc part. Mais la nouvelle retentissante, c'est la déclaration d'Angela Merkel, la chancelière, a annoncé ne plus briguer un nouveau mandat, pas qu'en Allemagne, même en Europe, elle ne sera candidat à rien. Et cette annonce intervient au moment où plusieurs chefs d'État africains sont à Berlin. Est-ce que c'est un signal en réalité à leur endroit, Acha Ibrahim? Bon message. Bon, il faut dire que c'est d'abord une coïncidence. D'aucuns me diront que c'est une coïncidence curieuse, parce que pourquoi avoir choisi ce timing? Et donc Angela Merkel a voulu envoyer un message, c'est clair. S'il faut être sérieux, c'est un message qu'elle voulait envoyer. Parce que son parti, c'est vrai, aussi en difficulté, et depuis quelques années perd les élections. Tout à fait, tout à fait. Et elle-même, elle n'est plus adulée comme ce fut le cas lors de son premier, deuxième mandat. Ces derniers temps, elle a des difficultés à faire passer ses décisions et autres là, et son parti aussi ne se porte pas très bien. Bon, c'est dû au fait que naturellement, les gens doivent le savoir. Quand vous êtes à une position donnée pendant plusieurs années, oui. Mais vous perdez des réflexes. Il y a l'usure, voilà, il y a l'usure. Et en Afrique, c'est que les gens ne se rendent pas compte de l'usure et tombent souvent dans l'arbitraire. Parce que quand vous êtes complètement fini, vous n'avez rien à proposer, c'est l'arbitraire qui vient au secours. Voilà, on veut imposer vaille que vaille ses idées, ses positions, ses choix, mais qui manifestement ne font plus de miracles sur le terrain. Et du coup, quand les gens refusent que vous soyez au devant, que vous imprimez votre leadership, parce que c'est un leadership inefficace et qui ne fait pas évoluer, vous êtes enclin à utiliser la violence, les répressions, les brimades, parfois même la barbarie pour pouvoir vous faire entendre et imposer vos idées, vous imposer à la masse. Et ça, c'est le propre des dirigeants africains. Je pense qu'Angela Merkel, en faisant cette annonce, voudrait en même temps dire aux gens que quand on est au palais, la vie ne s'arrête pas là. Quand on quitte là-bas, on peut penser à autre chose. Je me rappelle un peu une interview accordée par le président nigérien Mamadou Issoufou, où le gars savait déjà ce qu'il fera après le palais. Il disait que il n'a pas l'idée d'aller vers un troisième mandat, parce qu'il en sait quelque chose. Le troisième mandat a emporté les présidents là-bas. Vous avez vu Tandja Mamadou qui a voulu s'entêter, mais ce qu'il a eu comme... Il a eu beaucoup de chance. Il a eu beaucoup de chance parce que lui, on l'a amené seulement, il n'a pas été tué, on l'a amené en prison. Donc, aussitôt après, Mamadou Issoufou a dit qu'il a l'intention de créer une fondation. Il va s'occuper de cette fondation et aller dans le développement, aller vers les énergies renouvelables et voir dans quelle mesure il peut aussi s'attacher au problème de l'environnement au Niger là-bas. Donc, il dit que même s'il n'est plus président, il va aider, il va travailler pour le Niger d'une autre manière. Vous voyez, donc c'est des gens, c'est pas donné à n'importe qui. Il faut être d'une certaine hauteur. Il faut travailler pour ce pays. On peut travailler, on peut être partout, on peut être utile à ce pays. Nous avons vu Olusegun Obasanjo, quand il a quitté le palais, il est maintenant dans les missions de démocratie, de bonne gouvernance, de leadership même. Il a pu même, après avoir quitté le palais, aller faire une thèse
un doctorat. Vous comprenez, la vie ne s'arrête pas. Il faut savoir que partout on est, on peut contribuer. C'est comme aujourd'hui nous faisons notre partition. Si demain on nous appelle à un poste de responsabilité, nous allons répondre valablement, tout en sachant que nous devons laisser la place à un moment donné parce que le pays appartient à nous tous. Joël, les gars, une coïncidence, ce qu'ils veulent avec. cette déclaration. Par la loi, on envoie les opposants en prison. Par la loi, on envoie les opposants en exil. Jusqu'à quand? Une loi taille sur mesure, il faut préciser. Oui, vous voulez placer aussi le PND et on va passer à la situation à Sokodé. Oui, c'est-à-dire que c'est mon ami Acha qui disait que le PND est un plan ambitieux, etc. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis aucunement d'accord parce que je dis le PND c'est du réchauffé. C'est du réchauffé. Du SCAP bis. Voilà, du SCAP qu'on a exponentialisé maintenant. C'est-à-dire que les ambitions du SCAP, on les a comment vous l'appelez, exponentialisé en exposant 10, etc. Comme on l'appelait sur les bancs. Parce que quand on prend le PND, quand le chef d'État dit on va mettre l'accent sur la transformation des produits agricoles, etc. Il l'avait déjà dit en 2015 quand il au lendemain de sa victoire. Quand vous reprenez le premier discours du chef de l'État. Mais c'est ce qui ouais, bon, peu importe. C'est lui le chef de l'État. Donc il avait déjà dit. Quand il dit qu'on veut renforcer l'inclusion financière, il avait déjà dit ça. Le problème, si on se rend compte que ce n'est pas fait et qu'on veut relancer le problème. C'est-à-dire qu'on présente le PND comme c'est maintenant qu'on se réveille, on a écouté ce que les Togolais nous reprochent et on veut y répondre. Tu vois, c'est-à-dire qu'on veut prendre le PND comme un pied d'appel. Pour rebondir, pour se réchauffer, pour se requinquer aux yeux. Mais comme je le disais, ceux qui sont en partenariat avec ces pays-là, ils avaient déjà ces documents sur leurs yeux. Quand ils lisent le PND, il n'y a rien de nouveau dedans. Donc tu veux bluffer qui? Bon, maintenant, parlant du PND, quand on parle même du PND, ça veut dire à quoi sert alors le ministère du Plan? Ça veut dire qu'en fait, indirectement, pour lui-même, malgré qu'il ait mis un chevronné des Nations Unies à la tête du ministère du Plan, il vient après vider ce ministère de toutes ses compétences. Comment ça? Oui, mais attends, le ministère du Plan fait quoi? C'est le travail du ministère du Plan. C'est le gouvernement qui a fait le non, le PND est maintenant logé au ministère, à la présidence. Vous croyez que c'est pour les beaux yeux qu'on a envoyés? Et c'est comment vous l'appelez? Semondi. Oui. Semondi là-bas. Et c'est Semondi et l'ex-ministre du Plan, Madame Ekovi, qui sont à la tête du PND. Mais c'est une façon de se moquer en fait d'Asimaïdou et de toute cette activité. Qui te dit qu'Asimaïdou n'est pas impliqué? Mon frère, il doit être impliqué. C'est lui le ministère, c'est lui le ministre du rôle de toutes ces expériences. Mais on a l'impression que c'est du micmac qu'on est en train de faire. Et maintenant, moi je reviens sur le cas. Je reviens sur le cas Merkel. Le paradoxe c'est que Merkel est arrivé en 2005 en fort. Merkel vient de faire 13 ans, fort, il y a 13 ans. Merkel a eu le courage de dire non, je pars. Mais le bon sens serait que Fort aussi dise d'ici décembre, non, d'ici 2020, je ne serai plus là. Parce que Merkel dit déjà avant 2025, pour donner ma bonne preuve, je ne vais même pas postuler à la présidence de la CDU, déjà décembre. En décembre, oui. Voilà. Et c'est pour vous dire que donc, si tant que je ne suis pas président de la CDU, donc je ne serai pas là après 2021. Donc attendons peut-être février 2022. Oui, parce que quand je demandais à répétition quelle lecture nous faisons, je crois que cette lecture aussi, il faut la faire. Ils sont venus ensemble. La dame dit, je vais partir. Donc ce serait bon que le monsieur qui dit qu'il a une bonne relation avec l'Allemagne. Merci beaucoup, Joël, les gars. Nous donnerons la parole aux auditeurs, bien entendu, autour de 12h20 pour réagir sur ce sujet et sur les autres qu'on abordera tout à l'heure. Mais l'autre sujet qui intéresse nos compatriotes, c'est ce qui s'est passé ces dernières heures ou ce qui se passe, puisqu'on nous a fait comprendre que hier, la tension était encore palpable dans la ville de Sokodé, dans plusieurs quartiers de la ville de Sokodé. Alors, quand on voit, on écoute, on lit, on entend ce qu'on entend de Sokodé, alors on se pose la question, est-ce que décidément Sokodé est une ville martyre? Acha. Bon, c'est un peu compliqué de répondre par l'affirmatif, parce que Sokodé, c'est une ville comme... c'est une ville comme toutes les villes du Togo,
Et seulement que peut-être que sa position géographique et de par la composante, je veux parler des populations qui sont là-bas et l'histoire politique de cette ville, parce que nous savons que le PNP a comme base, comme fief, Sokodé. Ça, on ne perd pas de vue cela, parce que les tout premiers meetings politiques du PNP, c'était à Sokodé. Et après, c'est venu à Agoué. Nous savons aussi que par rapport à l'activité, aux activités politiques, à la vie des partis politiques, la plupart des militants du PNP, il y a une grande partie qui se réclame de Sokodé. Et donc, vu sous cet angle, nous pouvons dire que c'est une ville, quoi qu'on dise, qui est qui est un fief d'un parti politique de l'opposition. Et outre cela, c'est une ville aussi, sur le plan stratégique, qui doit aussi intéresser ceux qui sont au pouvoir. Et donc, ce qui se passe actuellement, je ne sais pas. Et je suis en train de fouiller, je continue pas à faire des recherches. Est-ce que cela participe d'un plan de musellement ou bien de pression sur la population de Sokodé, ou bien c'est pour réduire en silence cette fougue, parce qu'il faut le préciser, il y a une certaine façon de militer qui est extraordinaire à Sokodé. Les gens sont déterminés, les gens sont engagés. Les gens, quand vous arrivez à Sokodé, vous voyez que quand on parle il y a les trois sujets là, quand on parle de alternance, quand on parle de changement, quand on parle de droits de l'homme, Sokodé a une effervescence, parce que les gens sont en phase avec cette thématique. Bon, je ne sais pas si c'est une façon pour les calmer, pour les réduire en silence, pour étouffer un peu cette détermination qu'on voit au niveau de Sokodé. Ça, ce sont ceux qui ont planifié ces actes-là qui pourront le dire. Mais ce que, en tant que journaliste, moi je remarque, c'est que il fut un temps, Sokodé était encore plus calme, et le leader du PNP aussi ne disait rien. Mais est-ce à dire que c'était une façon aussi pour tâter le pouls et voir comment le leader va réagir? Je peux dire que oui, l'objectif a été atteint, parce que nous avons eu un message audio de Tikwi. Est-ce que c'est ça? Bon, parce que sur le plan stratégique, les grands politiciens vous disent que quand votre adversaire se tait, c'est pas bien, parce que vous ne savez pas ce qu'il pense. Donc voilà les commentaires que moi je peux faire sur la situation. En tout cas, peut-être préciser, ça tout le monde le sait aussi, que à la veille quand même de ce qu'on peut appeler aujourd'hui une expédition punitive, il y a eu le badinage du siège du PNP, il y a eu l'incendie du siège de UNI. Certains pensent que c'est en réponse à ce qui a été fait 48 heures plus tôt, d'autres disent non. Et puis, les forces de l'ordre de sécurité qui tapent sur tout ce qui bouge, c'est les témoignages qui nous proviennent de Sokodé. On tape, on lance du gaz lacrymogène. Il y a même des sources qui ont dit, avoir entendu des coups de feu. Réellement. Alors, Sirklou, est-ce que ce n'est pas grave quand même qu'on assiste à cette situation-là aujourd'hui? Oui, je peux affirmer qu'il y a quelques mois, Sokodé, Mango et autres là étaient en état d'urgence. Mais aujourd'hui, quelques mois après, voilà que c'est encore revenu. Et c'est parti à partir d'où? À partir du badigeonnage du bureau du PNP et de l'incendie du siège du RPT. À voir tout ce qui précède et tout ce qui vient d'arriver au cours de ce week-end, moi je dis qu'en partie, les cadres de l'opposition et les cadres du parti au pouvoir sont en partie responsables. Ah oui, mais ils n'ont jamais appelé quand même. Attendez, à la violence. Quand je dis ils sont en partie responsables, c'est leur localité, c'est leur fief. En matière de tranquillité, en matière de paix dans leur localité, ils sont les seuls responsables. Non, mais à se réunir, écoutez, laisse-moi dire. Ils peuvent se rassembler, discuter, et ce que nous vivons ne devrait pas arriver. Ce n'est pas la politique, c'est autre chose.
La politique, c'est autre chose. La politique coupe les liens familiaux. La politique fait des gens de la même famille des ennemis et non des adversaires politiques. Or, la situation étant ce qu'elle est, moi, je pense que ce sont les cadres de ce milieu qui peuvent l'apaiser avec l'appui du gouvernement. Alors, quand on rebadigeonne le siège de l'UNIR ou un bureau d'UNIR à Sokolé, quand on incendie un bureau de... non, on a rebadigeonné plutôt le contraire. On a rebadigeonné PNP. Le PNP, et puis on incendie un bureau de l'UNIR. Qu'est-ce que cela de politique? La même personne qui sont les gens. Qu'est-ce que cela de politique en réalité, dans le fond? Non, mais qu'est-ce que cela... Vous savez, moi, tout ce qui se passe au Togo là, tout le monde sait que c'est les mêmes personnes qui ont l'habitude de plastiquer, de créer des problèmes à ceux qui ne sont ni concernés. Ce qui s'est produit à Agoué avec le saccage des églises et tout cela. Est-ce qu'on a déjà connu ceux qui ont fait ça? Non, des mosquées. Des mosquées, oui. Mais c'est et quelques églises. Deux. Une église. Donc, vous savez, les gens sont en train de glisser sur un terrain qui ne peut plus contrôler, si jamais ça arrivait, qui ne peut plus pas maîtriser. Les gens sont en train d'assouvir leur vouloir à tout prix de rester au pouvoir. Ils font du n'importe quoi, ils font tout. Mais c'est un rouleau compresseur qui risque de les rattraper. Ce qui s'est passé à Sokolé, moi je connais bien Sokolé. J'ai vécu pendant longtemps mon enfance à Pangalam. Ce qui s'est passé dans les heures qui nous ont précédés, dans ce quartier, Pangalam, c'est l'avant-dernier quartier de Sokolé, pratiquement. Vous voyez Pangalam et Kedia. Ce n'est pas possible. Les gens se sont terrés dans leur chambre. Ils ont même peur que les militaires viennent les déloger de leur dortoir. Il y a des gens qui n'ont pas quitté leur chambre depuis 19h. 19h jusqu'au petit matin. Pourquoi ils font tout ça? Ce n'est pas le fait de terroriser les gens, de réprimer les gens, de les martyriser, qui vont vous voter. Une population que vous voulez protéger, vous êtes censé protéger, à contraire de ce que monsieur Fiokoulou a dit. Oui. C'est l'État qui est garant de la protection civile des citoyens, dans tout pays, de la sécurité de ces citoyens-là. Il n'appartient à aucun leader, à aucun cadre de quoi que ce soit. Eux, ce qu'ils peuvent faire, c'est de contenir là où viennent les ordres pour qu'on sorte les militaires. On veut badigeonner un mur, on sort des militaires. Où est-ce que vous avez une fois vu ça? Dans quel pays? Maintenant, c'est les militaires qui ont badigeonné le mur. C'est les militaires qui ont cadré la zone avant qu'on ne badigeonne le mur. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des peintres parmi les militaires. Comme il y a... Non, on a aujourd'hui une armée de service. Tout. Vous avez tout maintenant dans le corps militaire. Même les infirmiers, il y a même jusqu'au soudeur. Jusqu'au coiffeur. Donc c'est pour vous dire que quand cette scène se produit là, allez chercher, le lendemain, on va brûler le siège du Parti uni. Quand vous faites la corrélation de par ce qui se produit souvent au Togo et qu'on n'ouvre jamais une enquête, même si on ouvre, on ne trouve jamais les tenants, vous comprendrez que dans cet état de terreur, je vois mal un citoyen de Sokolé aller brûler un siège du parti au pouvoir. Alors que la ville est déjà quadrillée. Pourquoi est-ce que vous doutez? La ville est déjà quadrillée pendant plusieurs mois par les militaires. Une ville quadrillée par les militaires pendant plusieurs mois. Vous pensez que les gens qui sont allés réfugier dans les montagnes, dans les arbres... Non, ils sont de retour. Ce n'est pas tout le monde qui est revenu. Tout le monde n'est pas revenu. Tout le monde n'est pas revenu. Les gens ont même profité de quitter, ils sont allés rester au Galant. Je te jure. Les jeunes qui sont solides, qui sont, comment vous l'appelez, qui sont corpulents, ils ont préféré rester de l'autre côté. C'est pour vous dire que ce seraient les mêmes personnes qui ont brûlé les baptistes ici, qui ont pratiqué comment vous l'appelez, les mosquées, c'est les mêmes personnes qui se seraient retrouvées là-bas. Vous le connaissez alors? Laissez-moi cette histoire de le connaître là. En fait, vous avez dit, ils sont de la même famille. Ils sont de la même famille. Il a précisé que c'est les mêmes personnes. Dans ce cas, il faut aider la police. C'est pourquoi je dis. C'est pourquoi je dis. Non, c'est pourquoi je dis. Calme-toi. C'est pourquoi je dis, Eric, que les mêmes personnes qui étaient là pour protéger ceux qui ont badigeonné le mur. Oui. Ils étaient où quand on est venu brûler? C'est la question que je me pose. D'accord, très bien. Ils étaient où? Jouez les gars maintenant. Non, Eric, je crois que il faut que je ramène ce que j'avais dit dès le début de la crise. C'est-à-dire que la crise actuelle, c'est une question de neurones et non une question de nerfs.
La gestion de la crise actuelle, c'est une question de neurones. Si tu ne peux pas faire fonctionner tes neurones, alors éclipse-toi. Et laisse ceux qui peuvent le faire de prendre le devant. Mais moi, je reviens sur ce que mon grand frère Tiokou a dit tout à l'heure. Il dit que c'est ce qui se passe à Sokolé, c'est de la responsabilité, c'est en partie de la responsabilité des responsables d'UNIR dans la localité. Des cadres. Des cadres, voilà, des cadres d'UNIR dans la localité. Bon, que ce soit une coïncidence, que ce soit bien ficelé, je crois que on peut le prendre sous l'angle de, on peut l'analyser comme étant bien ficelé dans un contexte donné. Et même si on le prend comme coïncidence, moi je voudrais analyser cette déclaration dans deux contextes. Dans le contexte d'abord interne, allemand, dans le contexte allemand et dans le contexte même européen. C'est-à-dire qu'il faut souvent, il faut avoir le courage d'être à l'écoute de la dynamique du temps. Il faut écouter la dynamique du temps. Angela Merkel a compris que soit elle veut demeurer, elle veut rempiler pour un cinquième mandat qui sera d'abord d'ailleurs le record, puisque son parrain Helmut Kohl a cumulé 4 avant de partir. Donc elle a voulu, enfin je crois que la nature l'oblige, les événements l'obligent à rester quand même, à rester au même niveau que son parrain et partir en grandeur. Partir en grandeur parce que le populisme est en train de monter aujourd'hui en Europe. Et Angela Merkel, voilà. On a vu le cas du Brésil il y a quelques jours. Oui, bon, non, encore, on te dira au Brésil, ce n'est même pas le populisme, mais c'est voilà, c'est l'extrême droite qui revient. D'une façon ou d'une autre, l'Europe est aujourd'hui réfractaire. L'Europe sait qu'elle a besoin de l'immigration, mais le pouvoir étant aujourd'hui du côté de la masse, enfin du côté des groupes de pression, des lobbies, les orgueilleux, on ne veut pas se rendre à l'évidence qu'on a besoin de l'immigration. Donc, c'est-à-dire que Angela Merkel a bien compris que soit elle demeure, elle change carrément de conviction. Or, ce n'est pas possible pour un Allemand. En Allemagne, l'Allemagne est le pays où il y a le plus de docteurs, parce que ils sont les Allemands, leur intelligence est toujours respectée, ils se respectent comme tels. Donc, je garde, soit pour garder mes convictions, je m'éclipse et je laisse le temps faire. Si on se rend compte après que non, c'est nous qui avions raison et que nos ambitions, besoin de mettre, devraient être tirées, les 1 million de migrants qu'on a acceptés, c'est insuffisant et qu'on a besoin d'ouvrir les frontières, bon, le temps fera ces choses. Mais aujourd'hui qu'on ne me comprend pas et que c'est pas dans 2-3 ans, parce que le FPD qui est en train de monter les héritiers de Hitler qui sont en train de monter également, qui sont en train de monter les soldats, etc. Donc, se dit non, elle a suffisamment donné, elle préfère rester là où elle en est. Et donc, moi je dis, cela doit être en fait, cela doit permettre une étude transversale en Afrique, où la dynamique aujourd'hui en Afrique, c'est qu'on ne veut plus des chefs d'État qui durent au pouvoir. Et moi, je passe de là pour rentrer maintenant dans le contexte du sommet qui se tient aujourd'hui. Quand vous voyez la photo qui a fait le tour des réseaux sociaux, ceux qui ont entouré le président allemand, avec eux, il n'y a personne qui a fait 3 mandats. Et tous, dans leur pays, quand tu le prends dans leur contexte, on sait que non, celui-là, il est là pour 8 ans au plus. Quand tu prends le Ghanéen, celui-là, il est là pour 10 ans au plus, sinon que même 5 ans au plus. C'est-à-dire que on sait déjà, on peut lire leur avenir. Et le seul intrigue, c'est le chef de l'État togolais. Parce que faut pas, on a voulu nous faire croire sur les réseaux sociaux que non, le chef d'État a été invité par Angela Merkel, il s'est révélé par la suite que c'est faux. C'est une initiative qui existait depuis et on a voulu le compact, le compact, le sommet, le sommet, le compact machin avec G20. D'abord on l'avait présenté comme le sommet du G20. Après, le poteau rose a été découvert, ce n'est pas le sommet du G20. C'est une initiative que les Allemands. C'est une initiative. On sait que ce n'est pas un sommet du G20. Non, c'est ce qui avait été servi au début. C'est ce qui avait été servi au début. Excuse-moi, laisse-moi aller au bout. Mais qui l'a servi? Oui, mais attends, les professionnels du brouillard, comme je les appelle. Alors, par la suite, on s'est rendu compte que c'est une initiative pilotée par l'Allemagne à l'endroit de ces pays-là ciblés. Parce que quand tu vois ces pays, ce sont des pays à taux de croissance positif. Et cela traduit en fait la vision de l'Allemagne de conquérir. En fait, ils sont revenus à, comme on le dit, conférence de Berlin, l'ex-conférence de Berlin, où ils veulent aujourd'hui poser le jalon de leur intérêt
Le hic, c'est que, avant que les anciens Européens ne viennent, ils demandent mais, comment les choses sont gérées, la justice, comment elle est gérée, la gouvernance, comment elle est gérée. Et donc, quel que soit ce que Robert Dussé va faire pour maquiller l'image de son patron, hein, quel que soit ce qu'il va faire, ben, ça ne fera pas disparaître cette tâche-là contre une balle, comme quoi tu as suicidé à ton papa, hein, et que c'est la même famille qui gouverne depuis 50 ans, et que vous êtes réfractaire aux réformes. Et aujourd'hui, quand on veut servir aujourd'hui le PND, le paradoxe c'est que on est déjà, depuis que la coopération a repris, les Allemands connaissent mieux la problématique du développement au Togo. Merci beaucoup. Et les Allemands connaissent mieux. C'est la raison pour laquelle eux se sont dit, on s'en prend plutôt à la base, au secteur de l'artisanat, de l'éducation, etc., etc. Donc, mais quand on leur présente aujourd'hui le PND, ben, je ne sais pas, ils savent que c'est du réchauffé. Oui, mais en même temps, ils savent que c'est du réchauffé, il n'y a rien de nouveau. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le document en entier. Vous voyez que c'est un document fort intéressant. Si on finance ça, et que ceux qui doivent travailler là-dessus véritablement travaillent pour le bonheur de nos concitoyens, il n'y a pas de raison qu'on échoue. Adja Ibrahim. Oui, bien sûr, c'est ce que nous avons eu toujours à dire, parce que quand vous prenez un peu la sous-région ouest africaine, vous allez voir que chaque pays avait un plan de développement, un plan ambitieux. Moi, je dis que, et je le répète, au Togo, on n'avait pas de l'ambition, excusez-moi de le dire, d'être un peu dur, c'est parce qu'on rêvait trop dans des termes, disons, minimalistes. Ouais, parce que l'État a fonctionné comme une ONG de village. Mais bien sûr, sinon tout ce qu'on donnait, les histoires de 30 000 francs comme crédit, ça c'est trop. C'est comme une association de village qui est en train de travailler. Un État ne fonctionne pas comme ça. Un État, c'est des méga projets qu'on finance. Vous avez vu ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire quand Ouattara est venu. Oui. Mais c'est des infrastructures de grande envergure que nous avons vues à Abidjan quand nous sommes allés. Hein? On n'a pas besoin de PND pour ça. Oui, c'est la vision, c'est ce que j'ai dit. Donc, il faut rêver grand. Et je pense que cette fois-ci, les autorités togolaises ont compris qu'il faut rêver grand pour le pays. Il faut rêver grand parce qu'il ne s'agit pas de faire encore des caniveaux 1 sur 1. Après 2-3 ans, on se rend compte que non, la forte démographie a fait que la région est devenue très concentrée et que les caniveaux là ne peuvent plus tenir. En bon planificateur, on devait savoir que ici, quand on érige ces infrastructures ici, dans 2-3 ans, ça ne peut plus tenir. Donc, il faut faire quelque chose qui va aller sur le long terme, qui peut tenir au moins jusqu'à 50 ans. Voilà la façon dont moi j'aurais voulu que les choses évoluent. Voilà comment les choses devaient fonctionner. Quand on prend le PND, maintenant, quand vous lisez le PND, avec les 3 axes, vous comprenez que c'est un travail d'imbrication qui va se faire. Et ça va réduire, si c'est bien piloté, je le précise, c'est ça le problème, l'élément déterminant. Si c'est bien piloté, ça va réduire drastiquement les problèmes de pauvreté dans notre pays. On va continuer le débat sur donc, le PND prochainement, mais Ambroise Ponjo, la déclaration d'Angela Merkel, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Est-ce que ça peut faire tache d'huile? Oui, on dirait, quelqu'un avait dit que c'est une coïncidence. Soit le moment a été bien choisi pour envoyer un message aux dictateurs, à ceux qui veulent s'éterniser au pouvoir. Vous savez que l'Allemagne est un pays très puissant aujourd'hui en Europe, la première économie d'Europe, qui envoie 4,4 milliards d'euros ou 5 milliards de dollars dans les pays de développement au monde, l'Afrique en plus grande partie. Et cette dernière a même décidé de resserrer l'aide au développement à certains pays à condition que les droits de l'homme soient respectés et que la lutte contre la corruption soit accentuée. Maintenant, ce dictateur qui était présenté, on a un seul dictateur, Faure Gnassingbé, c'est le seul qui était présent. Non, comment tu vas dire les dictateurs? Faure Gnassingbé est un dictateur. Mais pourquoi? Quels sont les éléments? Non, mais non, tu ne peux pas dire. Non, c'est pas ça, mais tu ne peux pas dire à un chef de l'État qu'il est dictateur. Je suis désolé. Il est dictateur, comme vous avez des éléments pour mesurer ça. Mais un dictateur se comporte comment? Quels sont les critères qui déterminent la dictature? Il y a des critères. Quand vous voyez à Sokoré la manière dont les gens sont brimés, à Kparatao, Sokoré est une autre ville qui se situe en Syrie, c'est au Togo. Mais il est président du Togo. Il est en même de protéger la population de son pays. Il ne le fait pas.
Donc un dictateur qui laisse, quelqu'un qui laisse les choses aller à volo comme ça avec des militaires qui sortent partout et qui tyrannisent la population, on vit dans une dictature et celui qui incarne cette dictature, c'est lui et c'est lui-même qui incarne le système. Je précise bien. Ah, Son papa avait existé. Aujourd'hui, lui-même, il a écarté les adversaires potentiels pour maintenant s'accrocher à un système et dominer le système. Ça, ce n'est pas moi que c'est les analystes politiques du Togo, les grands observateurs qui l'ont dit. Maintenant, vous le reprenez. Je le reprends parce que je l'ai constaté, effectivement. Vous y adhérez, vous y adhérez. J'ai dit adhère, armes et bagages. Entièrement. Je continue en disant que... Non, on va continuer tout à l'heure avec l'Allemagne. Oui, avec l'Allemagne. Permettez. Ok. 1 minute, la pause. Retour en studio avec les confrères Fiokoulo Adangomou, Joël Lega, Acha Ibrahim et Ambroise Ponjo. Ambroise, le sujet, la question que je vous ai posée, vous avez extrapolé, c'est beaucoup plus par rapport donc à la déclaration d'Angela Merkel. J'ai répondu à cela. Je disais que c'était même pas une coïncidence. On dirait que c'est un message. C'est un message que la dame voulait envoyer à ceux qui sont venus comme étant des chefs d'État africains qui veulent s'éterniser au pouvoir. Vous savez que l'actuel ambassadeur d'Allemagne au Togo est lié à ce pouvoir aujourd'hui, de par ses déclarations, et même l'arrivée de Faure Gnassingbé en Allemagne serait le touchement de ce monsieur, et brandit Faure Gnassingbé aux côtés de Angela Merkel comme un trophée de guerre. Vous adulez un ambassadeur d'Allemagne. Oui, il a fait des déclarations qui critique le pouvoir. Non. Qui ne critique pas le pouvoir, qui adule le pouvoir. Vous aimeriez qu'il y ait un ambassadeur qui a... Non, je n'ai pas dit ça non plus. Un ambassadeur est un diplomate. Qui soit une personne. Qui soit vraiment neutre dans la gestion Vous avez une diplomatie neutre? La diplomatie n'a jamais été neutre. Eux, ils nous font savoir qu'ils sont neutres, mais en fait, on ne sait qu'ils ne sont pas. Mais qu'ils démontrent quand même une certaine impartialité. Quand ils prennent position par rapport à la crise togolaise, au détriment du peuple togolais et au profit du pouvoir en place, on comprend aisément que la présence de Faure Gnassingbé en Allemagne, qui peut-être les gens, quand vous lisez les réseaux sociaux, les gens attendaient à des œufs pourris, des tomates pourries, mais il y a encore une cohorte de bleus qui se sont... parce que des millions sont passés par là, hein. Les gens ont crié hier, Faure Gnassingbé, tout ça là, c'est bon. Maintenant, est-ce que cette popularité-là, dont on veut nous montrer en Allemagne, qui est une machination, est-ce que ça se présente pour ce Togo? C'est un bain de foule. Faure Gnassingbé n'a pas fait le même bain de foule à Sokodé. Il n'a pas fait cela à Nikonakwe ou à Sokodé. Pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas? Mais il n'a qu'à le faire, on verra s'il est vraiment populaire dans la zone là-bas. Merci beaucoup. On est populaire à l'interne ou bien c'est à l'externe? Fiokoulo, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Oui, bonjour, excusez-moi pour le retard. Non, c'est pas grave. La déclaration d'Angela Merkel, qu'est-ce que ça vous dit quand elle dit, écoutez, moi je serai plus candidat prochainement, alors que avec lui, il y a plusieurs chefs d'État africains et nous savons qu'en Afrique, on est toujours réticent à quitter le pouvoir. Non, il faut comprendre que ça fait presque 2 ans que Angela Merkel a ouvert l'Allemagne aux réfugiés. Et ça n'a pas plu aux extrêmes, les politiciens de l'extrême droite. Alors que les industriels disaient que pour l'économie allemande, il faut des main-d'œuvre. C'est pourquoi elle a ouvert la porte de l'Allemagne. Mais malheureusement, le résultat n'est pas celui-là, parce que les réfugiés ont commencé par commettre des attentats. Les réfugiés ont commencé par faire ce qu'il ne fallait pas faire. Et le nationalisme allemand a refait surface. Ce qui veut dire que aux 2 dernières ou bien 3 dernières élections, son parti a perdu. Et même pour former le gouvernement, la dernière fois, il a fallu 3 ou 4 semaines, 5 semaines avant de trouver une coalition pour aller au boulot. Mais ce qui s'est passé le samedi, bien le week-end dernier, a encore prouvé que Angela Merkel n'est plus la chouchou des Allemands. Et il faut accepter quitter les choses. Donc étant politicienne de longue date, elle a su tirer les premières conséquences en disant ici et maintenant qu'elle ne sera plus présidente de leur parti et elle ne sera plus candidate pour la chancellerie, qu'elle va se dégager de la politique. Et c'est une sage décision. Pourquoi est-ce que c'est compliqué pour nos chefs d'État ici sur le continent? Moi, j'ai l'habitude de dire que avant que l'Afrique ou bien nos responsables africains n'atteignent l'intention ou bien la démocratie, il faut encore plusieurs années. Parce que
là-bas, si on fait un coup d'État, ce n'est pas celui-là qui a fait le coup d'État qui doit aller. Les tests sont là, il faut les respecter. Quand les tests vont être respectés en Afrique, tout ira normalement. Parce que dans le respect des tests, il y a la vraie démocratie, il y a l'état de droit, il y a la bonne gouvernance. Tant que ces trois principes ne sont pas respectés, rien ne peut. Parce que la loi, ce n'est pas pour les autres. La loi plutôt est faite pour protéger les faibles. Parce que quand mais malheureusement, ceux qui sont là prennent la loi. Non, c'est un problème. C'est-à-dire que c'est tout un problème. C'est-à-dire qu'il y a ceux-là, il y a ces cadres-là qui sont encore, aujourd'hui, encore digérés par la population. Ils savent très bien, ils n'ont pas la même conviction politique, mais ils sont polis, ils sont corrects avec la population. Ils peuvent encore parler à eux d'eux. Et il y a aussi ces cadres bruts que le chef de l'État adule plus tôt. Parce qu'on ne peut pas comprendre que celui qui mobilise l'électorat est là. Quand tu prends les folies basées, autres là, ils sont là. Et c'est le gradé qui vient faire sa loi. Mais ça, là, par exemple, excusez-moi. Oui, justement, ce sont ces gradés-là, à Gaddafi, tout ça, quoi, je ne maîtrise pas très bien leur nom. C'est eux qui viennent foutre le bordel. Mais juste pour gagner du point à côté, auprès du chef d'État. Et le chef d'État se tait. C'est à cela que je dis, non, Ambroise a raison. Non, il ne s'est pas tué, parce qu'il y a quelques jours encore, on a vu cette forme de réconciliation qui se jouait à Pilla. Non, c'est-à-dire que quand tu es père de famille, mon frère, quand tu es père de famille, il faut arrêter de payer des écrans de fumée. C'est un fait, il faut juste le rappeler. Oui, mais c'est un fait. Moi, je veux au-delà du fait. Aujourd'hui, est-ce que le terrain s'inscrit dans le sens de ce qu'on nous a montré des faits dont tu parles? Mais si les événements vont au-delà du fait, ayons le courage aussi de l'analyser comme tel. Mais à quoi ça sert de créer des scènes de réconciliation et sur le terrain, tu ne maîtrises pas ceux-là qui foutent le bordel. Tu ne peux pas les empêcher de descendre sur le terrain. Mais comment est-ce que on sait, vous savez que vous avez quand même, hier, jusqu'avant 2017, avant août 2017, on ne va pas dire que l'électorat du UNIR était nul. Aujourd'hui? On ne peut pas dire, mais aujourd'hui, on a tout cassé. On a tout cassé, juste pour des problèmes de positionnement. Mais moi, je dis, quand on prend les événements de Sokoré aujourd'hui, mais quel que soit ce qui se dit sur les réseaux sociaux, on dit que Alpha Condé serait pro pouvoir et qu'il est partisan d'une mise un peu d'eau dans le vin. Moi, je dis non, ça aujourd'hui, celle qu'on a offert à Sokoré, ça même si Alpha Condé avait la bonne volonté, parce que c'est Alpha Condé qui a eu à revenir sur le cas des imams. Il est musulman après tout. Il voit on martyrise ses frères comme ça, juste parce que tu es musulman, juste parce que tu n'es pas d'accord, et on martyrise des gens comme ça. Mais vous croyez qu'il peut encore défendre le dossier le dossier du UNIR? Aucunement. Donc quand les gens, c'est pourquoi je dis c'est une question de neurones et non une question de nerfs. Parce que quand tu veux sur les nerfs, tu vas tellement foutre de bordel que même ce qui peut te défendre, tu le détruis. Alors aujourd'hui, qui sont ceux-là qui sont descendus sur le terrain, qui ont commencé par bastonner les gens? Est-ce qu'on les connaît véritablement? Parce que depuis lors, il n'y a aucune communication officielle autour du sujet. Qui vient de dire quoi? Les informations que nous recevons et ce que nous lisons sur les plateformes, on nous dit que ce sont des corps habillés. C'est tout, on nous dit que ce sont des militaires, c'est ce qu'on nous rapporte, que ce sont des militaires. Bon, et le timing, c'est souvent la nuit, c'est la patrouille, c'est le couvre-feu, on ne sait pas. Jusqu'alors, si c'est le couvre-feu, il devait avoir un communiqué officiel pour nous dire que, voilà, par rapport à cette situation, il y a ceci, il y a cela. Et cela peut s'expliquer. Vous savez que les forces armées togolaises travaillent avec des informations assez pointues. S'il y a des renseignements qui disent qu'il y a des menaces sur ce côté, il va de soi qu'il y ait des ratissages au niveau de la ville. On rentre dans la ville, on commence pas à taper tout le monde. Je parle de ratissage. Je n'ai pas encore dit d'aller brutaliser les gens. Parce que ce qui s'est passé à c'est la même chose. Je n'ai pas parlé de brutaliser les gens. Je parle de ratissage. Je n'ai pas encore parlé de brutaliser les gens. Voilà. Et donc, si les informations amènent à agir, parce que vous savez, en matière de sécurité, c'est l'anticipation. On n'attend pas que l'ennemi ou bien, disons, celui qui peut nous porter préjudice agisse d'abord avant qu'on ne vienne faire le constat ou bien avant qu'on organise la riposte. C'est ce que les corps habillés nous disent souvent. Tout récemment même, qu'on n'a pas eu une rencontre, une journée d'échange avec les FAT, ils nous ont rappelé les mêmes choses, qu'ils n'attendent pas, et ils anticipent. Ils nous ont dit ça.
Et donc, si il y a des informations comme ça, peut-être ça peut les amener à faire ce ratissage. Mais ce qui ressort, c'est le côté brutalité et qui nous amène à nous demander, mais est-ce que ces éléments, ces forces de l'ordre qui sont allées sur le terrain, est-ce qu'ils ont à l'esprit qu'ils sont avec leurs compatriotes, ils sont avec leurs frères, ils sont avec des Togolais? C'est la question que moi je me pose. Surtout à Ganglenou. Oui. Pourquoi est-ce que ça ne parle pas du côté du gouvernement depuis lors? Effectivement. Même le ministre qui parle. Oui, il faut. Ça le concerne aujourd'hui quand même. Les informations que nous avons, elles viennent toutes des réseaux sociaux. Et Des populations. De la localité. Et personne ne peut dire exactement et avec exactitude et certitude que tout ce qu'on écrit est vrai. Mais il est vrai et tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui se passe à Sokoré. Et la seule autorité qui puisse nous éclairer, c'est le gouvernement et c'est le ministère de la Sécurité. Le général Yak a l'habitude de nous faire des points pour ce genre de situation. Mais jusqu'à présent, il a fait aucun point. Lui-même, il est dépassé. Donc, je ne sais pas ce que je peux vous donner comme réponse. Et si c'est la population seule qui subit et qui envoie les informations, moi, j'accepte qu'il y a ce genre de trucs, mais le degré de gravité, le degré... Tu as posé la question de savoir qui donne les ordres pour faire tout ça. Oui. Est-ce que tu peux savoir celui-là qui a donné l'ordre au Mali en 91 pour qu'on tire dans la population avant que Amani Toumani Touré ne prenne le pouvoir. Est-ce qu'on a connu les noms là jusqu'à ce jour? Plus de 27 ans après, est-ce qu'on a connu les noms? Le commandement, c'est un peu complexe. Là, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais ceux-là qui donnent les ordres, les raisons pour lesquelles ils les donnent, eux seuls peuvent savoir. Et c'est ce que Acha a confirmé la dernière fois. Le mercredi dernier, quand on était à la journée d'échange avec la force de défense et de sécurité, il a été bien dit que des fois, on passe aux actes. On ne peut pas attendre. Parce que ce qui est derrière, c'est eux seuls qui savent. Ils ont des renseignements, ils ont des informations et c'est en fonction qu'ils utilisent. Des fois, on dit que c'est trop facile, ça. Non, mais on se base sur des informations que vous seuls vous détenez. Voilà. En principe, quand on fait les trucs, on doit donner des points de presse. Non, je voudrais juste dire que... Oui, je voudrais juste dire que... comme je le disais, les Néron fait qu'on a remis Tipi Adam en selle. Et moi, je félicite le message que le monsieur a passé. Un message très bien construit, bien orienté. Et je sais que dans les jours à venir, ce message-là, il y aura les retours de ce message. On va, si vous voulez, revenir tout à l'heure sur la sortie de Tipi Adam, tellement l'homme s'est fait rare qu'aujourd'hui, on en est à commenter un simple message après que la ville de Sokoré est passée à Taba. On va y revenir après la pause publicitaire. De Taxi Presse avec Joël Lega, Acha Ibrahim, Ambroise Okponjo et Fioklo à Danglenou. Avant de continuer le débat, la liaison avec la rédaction est établie et Amen a signé un téléphone. Amen, bonjour. Bonjour Éric Gator. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes au programme pour Taxi Midi. Quel est le contenu du journal? Voilà, on se rendra en Allemagne, à Berlin précisément. Berlin où Faure Gnassingbé participe aux côtés de ses pairs africains au sommet du G20 sur l'investissement. Les assises débutent effectivement ce mardi. L'UFC face à la presse ce matin, 3 points ont essentiellement cristallisé les échanges. L'UFC et la crise sociopolitique en général. La synthèse sur le problème qui prévoit actuellement à la CENI et puis les séparatistes du parti pour les prochaines élections. On parlera de la journée internationale de la femme rurale également, célébrée en différé ce week-end dans le village d'Adjébihoué, c'est dans le canton de Ouarala. Une journée célébrée autour de l'autonomisation de la femme et de la fille rurale, essentielle pour construire un avenir collectif prospère et équitable sur une planète saine. Et pour finir, la 34e édition de la grande quinzaine commerciale est officiellement lancée. Elle se déroulera du 15 au 31 décembre 2018. Voilà, Eric.
Merci beaucoup, Amen. On vous retrouve tout à l'heure à 12h45 pour le journal à parler. À très bientôt. Retour en studio avec les confrères. Peut-être qu'on va y replacer un mot. Et d'ailleurs, dans le journal tout à l'heure, on écoutera les interviews. Mais l'Union des forces de changement était en conférence de presse il y a quelques minutes. Le parti déclare, je cite, nous avons les pieds sur terre, nous sommes de l'opposition parlementaire. Et ce parti d'ajouter, si aujourd'hui la commission de la CEDEAO débarquait à Lomé et disant toute considération faite, vous de l'UFC, vous n'êtes pas un parti de l'opposition parlementaire, ou vous l'êtes, mais nous vous dénions votre place à la CENI, nous vous rassurons que l'UFC démissionnera tranquillement de cette CENI, a déclaré donc tout à l'heure Dr Ekoué Gada, l'un des porte-parole au niveau de l'Union des forces de changement, pourra revenir si vous voulez dans quelques minutes. Mais revenons maintenant sur la sortie de Tiki Atidam. Pourquoi est-ce que dans l'opinion, certains ont le sentiment aujourd'hui que Tiki ne parle que lorsque Sokode est en difficulté? C'est quoi? Je peux dire que il est natif de Sokode. Il a le soutien des thèmes. Il est sorti pour faire croire à ses partisans et militants qu'il est solidaire avec eux. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Et quand nous prenons le discours même de Salifou Tiki Atidam, il semble une belle fois dénoncer ce qui se passe et appelle à témoin la communauté internationale. Je vous les gars. Vous avez trouvé son texte assez bien bâti? Oui, assez bien bâti. C'est un monsieur qui a apporté un nouveau dans la communication politique. Les mots sont bien choisis. Les mots sont à cheval entre à la fois le populisme et la diplomatie. Et les cibles sont bien placées. Et là, non, c'est-à-dire qu'il fait un exercice assez appliqué et qui touche. Moi, je dis, le message que Tiki vient de sortir, va toucher, on l'a cherché, on l'a trouvé. Le monsieur s'était terré, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Ce qu'il devait se dire, il a délégué ça à ses représentants sur le terrain. Mais bon, maintenant, répondant à ta question, moi, je dis, c'est normal que Tiki réagisse chaque fois qu'on touche à son collet pour, d'abord, c'est son fief. C'est son fief. On vient toujours de quelque part. Oui, mais son parti n'est pas un parti, c'est son fief. Non, excuse-moi, mon frère. Et c'est son fief. Et vous vous rappelez, quand Tiki, quand on a eu à faire le raf, tuer le bœuf mystique à truc là, à Paratao, mais ça méritait la descente de la délégation ghanéenne qui allait sur le terrain, enfin la descente des facilitateurs qui sont allés sur le terrain voir effectivement qu'est-ce qu'il en a été. Et maintenant, quand je le prends quand je prends Sokode sur le plan géopolitique, c'est Sokode c'est Sokode qui devient aujourd'hui le trouble sommeil du pouvoir, parce qu'on a réussi jusque-là à nous faire croire que non, la contestation c'est au sud, que les thèmes sont acquis, etc. Sokode est acquis, mais aujourd'hui, Tiki a réussi à déplacer le curseur de la contestation au nord, et donc, si chaque fois que on touchera à Sokode, Tiki va réagir, mais tant mieux, ça ne fera que pousser un peu plus les chances de l'alternance et puis de comment vous l'appelez, de la contestation un peu plus au nord. Et on sortira de ce carcan-là qu'on a déjà servi jusque-là. Parce que j'ai l'élément que je veux m'ajouter, tu vas te rendre compte que le recensement dans la zone 2 a eu plus de ratés même que dans la zone 1. Ça veut dire que l'opposition aujourd'hui ce n'est plus au sud. Et à un moment donné, même les hommes du sud, même le sud même, tend même à être corrompu, plus que le nord. Bon, en tout cas, pour le recensement, il nous a été demandé de constater que la carte d'électeur est aujourd'hui vitale. Parce qu'à plusieurs endroits, on la préfère à la carte d'identité nationale. Ils savent que bientôt, la carte servira aux gens de regagner l'Arabie Saoudite, à la Mecque. Faut qu'à part de terminer. En fait, Tiki Atidam,
d'abord vous oubliez qu'il est anthropologue. Non. Pratiquement, oui. On n'a pas oublié. Ah, ok. Il est aussi Syndicaliste. un philosophe, et un syndicaliste, un défenseur des droits de l'homme. Il est tout. Oui, il est tout, comme mon grand frère l'a dit. Et je crois que c'est un monsieur qui, dans le discours, dans les compartiments de son discours, il a touché tous les points. Même la cohésion qui est entre, dont les gens crient qu'il y a une certaine incohésion au sein de la C14, il a fait un discours rassembleur, un discours d'unité, hein, un discours, même à l'endroit de la CEDEAO, une alerte, un SOS lancé à l'endroit de la CEDEAO. Et je crois que c'est une voix très écoutée au sein de la facilitation. Et ce qui est intéressant comme question que tu as posée, pertinente, c'est le pourquoi, quand Sokode ou Paratao est atteint, que je crois que c'est le summum. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à cause d'un parti politique ou d'un responsable de parti politique, martyriser toute une ville. Et je ne crois même pas que ce soit cela. C'est le fait que le fief supposé du parti au pouvoir est en train d'échapper au tenant de ce pouvoir. Parce que moi, je ne classe jamais le Sokode dans la partie nord du Togo. Sokode est même pas, le Sokode est pratiquement au centre. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que quand Sokode bascule dans le camp des forces de gauche, Bafilo va suivre, Tchamba, et ce qui est bizarre, ces derniers temps, c'est Tchamba et Bassa. C'est Tchamba et Bassa qui sont tombés dans la main des forces de gauche. Et je me dis que les prochaines élections seront suicidaires pour le parti au pouvoir. C'est Boko qui disait que le RPT n'a jamais dépassé 10% de l'électorat au Togo. Donc, ce qui me dit que cette assertion risque de se confirmer au cours de ces prochaines élections. Donc, on essaie de martyriser les gens au maximum pour les faire dire, pour les faire croire que si vous voulez, coûte que coûte, s'accrocher à votre sémon ou à votre rouge, nous, on est là, toujours là pour intervenir. Bon, merci beaucoup, Amal. Vous avez des commentaires à faire autour quand même de cette sortie de Ticket Dames? Non, mais la réunion demandait de PNP à Agouin le samedi. On dirait un meeting, samedi. On dirait un meeting sur le terrain municipal. Oui, il y a un autre meeting le dimanche qui a été... Ça fait peur. Oui, il y a un autre meeting dimanche qui a été dispersé à Gouin. Pourquoi on disperse le meeting d'un parti politique légalement constitué? Peut-être que le parti politique n'a pas rempli les conditions de manifeste. Quelles conditions? Pour un meeting, il faut une condition? Non, la condition selon nous. Non, je disais tantôt que si les derniers développements dans la ville de Sokode participaient d'une stratégie pour entendre l'opposant, oui, qu'on n'entend plus. Donc la mission est accomplie. La mission est accomplie. Je pense que les gens sont servis. Il est sorti de son silence, il a fait son audio, il a déclaré, il a fait beaucoup de déclarations, il a dit beaucoup de choses et en même temps, un véritable leader, il a remobilisé la troupe plus ou moins et il a rassuré ses militants. Je pense que un leader politique responsable, lorsque de ces situations arrivent, doit prendre la parole et donner son appréciation par rapport à la situation. Je pense que c'est à cet exercice qui s'est prêté. Ceux qui ont tiré des éléments de son intervention, ils le tireront. Ceux qui aussi vont adapter leur façon de voir, de concevoir les choses ou bien de faire la politique à ce qu'il a dit, ils n'hésiteront pas à le faire. Ce qui est sûr est que ce message n'est pas passé inaperçu. Ce message, même ceux-là qui ont chanté à Tchadam Zewa ont aujourd'hui compris qu'il est toujours là. Où est-ce qu'il est? Il est au Ghana. Il est Donc on l'avait dit qu'il est en Guinée. Non, il n'était pas parti en Guinée. Il est au Ghana. Il est au Ghana. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est non, Zewa. Le PNP a démenti quand même. Le PNP a démenti officiellement que Tshipi n'est pas en Guinée. En Guinée, oui. Oui, il y a tellement de démentis dans ce pays, mais après on se rend quand même compte que le démenti est beaucoup plus dans la désinfo. Quand les gens avaient accusé Tshipi de s'être réfugié de l'autre côté de la frontière, pourquoi il n'est pas dans le pays pour affronter le régime, j'avais pratiquement épousé les mêmes idées des autres, parce que quand vous êtes leader, vous ne pouvez pas quitter la troupe. Mais j'ai compris que avec cette militarisation outrance de certaines villes, le risque est grand. Tokofa, vous rappelez de ce monsieur? Et les militants?
nos mêmes militants sont là, mais le gars envoie des discours tout le temps. Il est de l'autre côté de la frontière, mais il est plus que présent dans le pays. Vous voyez, on va vous dire que c'est un fou qui l'a tué, et on va vous raconter comme les Tokofaï qui ont tué comme ça à bout portant et Tabu Amorin. Donc, je comprends Tipi. Des fois, à un moment donné, il faut quitter le pays comme les autres l'ont fait pour pouvoir revenir faire la révolution. Il faut quitter le pays pour pouvoir mieux affiner les stratégies pour déloger ce genre de régime. Et le gars maintient toujours sa position de pacifiste. Il maintient toujours la position de pacifiste en recommandant aux gens de ne jamais céder à la provocation. Avant d'écouter nos auditeurs sur ces sujets qu'on est en train de débattre, il y a un auditeur qui nous a dit ce matin que la situation à laquelle nous on assiste dans le pays, à Sokodé, les violences et consorts, elle est liée à l'intolérance politique. Est-ce qu'il a tort? Non, il n'a pas tort. Parce que avec la crise du 19 août à ce jour, les Togolais ont perdu leurs valeurs. D'où la civilité, le civisme, le patriotisme et tous les tests presque. On l'avait avant le 19 août? Il n'y avait pas, mais il y avait au moins une partie. Il faut reconnaître que nous avons perdu certaines valeurs et surtout la contrition, la solidarité et tout ça que les Togolais ont envers les uns et les autres, tout ça là, c'est perdu. Et quand celui qui a parlé d'intolérance politique, lui, je lui donne raison à 100%. Bien. Joël. Non, je veux dire que l'auditeur a posé... C'est une question qu'il a posée, non? Non. Il a dit un constat. Non, il a fait un bon constat, mais au-delà de l'intolérance politique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve la corrélation entre le politique et l'ethnique. C'est ça aujourd'hui le problème, parce que tu as demandé tout à l'heure, est-ce qu'il n'y avait pas l'intolérance politique avant 2017, c'est ça? Oui. Avant le 19 août. Mais les événements du 19 août ont permis d'apporter à la lumière des raisonnements que les gens avaient toujours cachés en eux. Des relents que les gens avaient toujours cachés en eux depuis là. Mais c'est bien. Moi je dis, si un malheur doit venir pour ouvrir la porte du bonheur alors que le malheur vienne. Est-ce que nous sommes d'accord? Si un malheur doit venir pour ouvrir la porte du bonheur, si aujourd'hui la crise de 2017 a permis de connaître certains sous un autre voile où ils s'étaient cachés, c'est tant mieux. Ça nous permettra demain de mieux dégager la voie qu'on va emprunter ensemble. Parce que d'une façon ou d'une autre, on est obligé de marcher ensemble. On est obligé de marcher ensemble. Si tu te rends compte que c'est toi qui étais dans la lumière et l'autre a toujours fonctionné sous les ténèbres, sans que tu ne le saches, aujourd'hui, tu as l'obligation de lui apporter la lumière, de lui dire non, que c'est une petitesse que de voir les choses. Parce que tu dis, quand il y a alternance, moi, mon ethnie est menacée, hein, et qu'il faut qu'il voie au-delà de ça. Parce que, excuse-moi, Eric, parce que je me rappelle, quand tu parles de l'intolérance politique, je prends encore l'intervention de l'honorable Kissi, la semaine dernière sur une radio, où les gens, au-delà de la scène qu'on a vue, les gens sont lancés des mots dans les couloirs, mais je te demande, mais attends, pourquoi on se bat? C'est-à-dire que c'est comme ça que les gens considèrent en fait le débat. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas une question de nerfs, mais c'est une question de neurones. Il faut s'élever, se dire, mais est-ce qu'il y a un Togo possible, à part ce que moi je vis là, à part les intérêts que j'ai aujourd'hui, est-ce qu'il y a un Togo possible demain? Est-ce que je suis réduit à néant si demain, il n'y a plus le pouvoir sur qui je compte? Ce n'est pas possible parce que les gens avaient pleuré quand Yadema était décédé, quand on leur a annoncé le décès de Yadema en 2005. Mais ces gens-là sont aujourd'hui en train de regretter ce qu'ils avaient fait du temps d'Yadema parce qu'ils avaient cru qu'une vie n'est plus possible sans Yadema, mais aujourd'hui ils vivent et ils se battent même pour que les choses soient. Mais quand vous demandez à un certain Pachi Yassingbe aujourd'hui, quand vous lui parlez des droits de l'homme, hier quand il était dans les faveurs du pouvoir, il chiait sur tout ce qui est droits de l'homme. Mais si vous demandez aujourd'hui à Pacha, qu'est-ce qui est droits de l'homme? Vous demandez aujourd'hui à un certain Pascal Bodjona, qui hier quand il prend le téléphone, il te dit je vais t'enfermer. Après 2 mots. Il vous a dit ça? Mais attends.
Peut-être Pascal Bodjon est en train de suivre aujourd'hui, il sait qu'il a eu à le dire. À vous? Il a eu à le dire, pas à moi, mais à une personne. Mais quand vous lui parlez aujourd'hui, vous lui demandez aujourd'hui, du respect des droits de l'homme, il serait le premier défenseur du respect des droits de l'homme, parce que on l'a passé à la tronçonneuse avec laquelle la tronçonneuse avec laquelle il passait hier les gens. Donc il faut qu'on puisse raisonner pour aller au-delà de cette considération ethnico-politique pour baliser la voie à l'alternance. On va pas rapidement votre confrère sur le sujet là avant de recevoir les auditeurs. Oui, Acha Ibrahim. L'intolérance, je pense que la personne a fait un bon constat. C'est vrai de l'intolérance, mais ici, je ne veux pas aller sur le plan politique, mais plutôt de cette façon de gouverner qui a créé deux catégories de citoyens, ceux de la minorité et ceux de la majorité, et ceux de la minorité qui briment ceux de la majorité, ceux de la minorité qui s'accaparent les ressources du pays et en laissant affamer la majorité. Ça ne peut que créer des frustrations. Et ce sont ces frustrations-là qui sont que certains politiques ont exploitées, et ils en ont fait vraiment tout un programme politique alléchant, et ça plu à la majorité qui se dit que mais si ceux-ci pensent à notre situation, ceux-ci pensent à notre façon de vivre, c'est bien vrai que c'est important qu'on change la machine pour que ceux qui pensent à nous puissent venir aux affaires et que nous puissions avoir la quiétude, la paix du cœur et tout ce dont nous avons besoin pour notre survie. Voilà là où se situe le problème. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous faites un petit sondage dans l'opinion, vous allez voir que il y a certains noms de la minorité qui reviennent sur les lèvres. Les gens se disent que leur malheur, c'est eux. Parce que tout ce qu'il y a eu comme ressources de l'État pour qu'il y ait redistribution équitable, eux, ils ont pris ça, ils sont allés mettre ça sur eux, ils ont parqué ça sur eux. Les noms circulent. Oui. Voilà. Ambroise Ponjo, et puis dans 2 minutes, on reçoit les auditeurs. Quelques semaines, je me suis rappelé d'un fait. Quand vous faites une enquête dans les maisons, quand les gens sont revenus chez eux à la maison à 20h, sur le journal, et que certains ministres apparaissent sur l'écran, je vous dis que c'est les enfants qui transportent ça dans les écoles primaires. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vois un ministre, je ne veux pas citer de nom, qui jette des invectives, qui dit des conneries, et quand je le vois, même dans la télé, je dis, regarde-moi ça. L'enfant qui est à côté, il entend ça. Maintenant, quand il va à l'école, il s'est fait que 2 enfants se querellaient. Et l'autre disait, ton papa est voleur, parce que le papa de l'autre avait dit devant la télé. Et c'est constant dans les maisons. Et c'est le ministre lui-même qui le dit, qui nous l'a dit. Il était écœuré que son enfant soit insulté comme ça, comme quoi ton papa est voleur à l'école. C'est ça. Quand vous voyez certains ministres venir vociférer sur les médias, ce n'est pas anodin. Vous rentrez dans les maisons, vous comprenez, et regardez-moi ça. C'est-à-dire que les enfants écoutent ça. Donc nous, le terrain se transporte sur un terrain moral qu'on n'arrivera jamais à effacer des mémoires. Et c'est les enfants qui vont transporter ça. Enfants, transporteurs, vecteurs d'information, c'est eux. C'est en cela que je dis, nos dirigeants, oui, nos dirigeants doivent changer. Ils doivent changer de mentalité parce que, en le faisant ainsi, ils inculquent d'autres notions de morale à leurs enfants qui vont les drainer jusqu'à 2-3 générations. Merci beaucoup. Et je vous dis que quelqu'un m'a dit que pour faire changer le Togo de tout ceci, il faut que toute une génération se sacrifie. Il faut une génération. La génération, c'est 25 ans. Il faut que la génération actuelle se sacrifie complètement. Les gens, 50 ans, ils n'ont jamais eu du boulot, mais alors qu'ils ont la maîtrise. Ils sont sur les émigrants. Merci beaucoup, Ambroise Ponjo. On va maintenant recevoir les auditeurs 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Nous avons abordé pas mal de sujets. Vous pouvez choisir un sujet et intervenir là-dessus, ou vous choisissez de nous envoyer un message sur WhatsApp, c'est le 90 71 49 62. Notre premier auditeur au téléphone. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Bozambo. Monsieur Bozambo, nous vous écoutons. Monsieur, ok. J'aimerais savoir, on peut donner un récit à quelqu'un et peut retirer encore. Si il y a le cas comme ça, on peut se retirer. Ils n'ont qu'à retirer leur récépissé de M. Tipi pour que le Togo soit libre. Je sens que Tipi est devenu un étranger du Togo. Oui, pourquoi je pose la question là? On a bâti
peinturer sa maison rouge, son bureau à Sakoré. On avait peinturé en blanc. Donc, si quelqu'un venait dans un village qui dit il est PMP maintenant, la personne ne peut pas se respirer. Donc, on n'a qu'à retirer les récipités de M. Tipi et le Togo en a avant. Bon, Donc, en tout cas, il y a quand même des conditions pour qu'un parti politique qu'on puisse attaquer son récipité ou le lui retirer. Donc, il n'a qu'à laisser Tipi et le PMP fonctionne dans notre D'accord, pays. très bien. Je pense qu'on a compris très bien ce que vous voulez dire, Bozambo. Merci de nous avoir appelés. Il y a un auditeur qui nous dit... Alors, je suis très déçu à chaque fois de la réaction de RPT Unir et je me pose la question à chaque fois s'ils ont des gens qui ont été à l'école parmi eux, car on n'a pas besoin d'enquêter pour savoir qui sont derrière ces complots organisés. C'est ce que dit l'auditeur. Un autre téléphone, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oh là là. Un autre auditeur qui nous dit... C'est le journaliste. Pouvez-vous nous vérifier une fois les faits sur le terrain et bien confirmer vos propos avec certitude? Alors, ce qui se passe à Sokolé, ce qui est dit là, c'est ce qui se passe à Sokolé. Je ne sais pas quelle vérification on va encore faire là-dessus, puisqu'il y a nous en tout cas, à Taxi, des correspondants qui sont sur le terrain. Allô? Alors, bonjour. Oui, bonjour. C'est pour l'émission. Oui, c'est monsieur? Si je peux vous saluer d'abord. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est monsieur Samir. Monsieur? Monsieur Samir. Samir, très bien. Ouais. Allez-y, Samir. C'est pour apporter un plus en vous disant que bon, certains croient que bon, nous sommes dégonflés, mais c'est pas ça. On attend le jour qu'il y aura des marches. Nous sommes prêts à sortir pour les marches. Monsieur Samir. Essentiel, on demande à ce que la C14 nous propose le jour. Là, les gens verront que pour le moment, franchement, nous ne sommes pas, je ne sais pas comment dire. On attend seulement. D'accord. Vous allez voir. Samir, merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Un autre auditeur qui nous dit par rapport donc à la situation à Sokolé, c'est juste un moyen pour détourner l'attention du public. Quand un voleur veut te voler, il te tape sur l'épaule et au même moment, il a la main dans la poche de ton pantalon. Au Togo, on doit nous apprendre que la politique est un débat sur le programme et non un débat sur les hommes, dit l'auditeur. Allô? Oui, allô, bonjour Eric. Bonjour, cher ami. Quel est votre nom? Je m'appelle Thomas. Nous vous écoutons, cher Thomas. Oui, j'aimerais saluer tous vos compteurs là au studio. En fait, j'aimerais me parler un peu à propos de cette idée-là d'intolérance qui est dans notre pays actuellement. Oui, allez-y. En fait, vous savez, ce qu'il y a, c'est que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne considèrent pas les autres comme étant togolais comme eux. Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi vous dites ça? Et j'ai vécu dans un milieu, à Tapamé, et où toutes deux qui seraient contraires à celle du régime est considérée comme une unité criminelle. Je vous assure. Je vous assure, des gens qui tiennent des propos qui vous disent que non, ce pays nous appartient, on fait ce qu'on veut, et si vous ne voulez pas, allez vous faire voir ailleurs. Vous voyez, la solution pour ce pays se trouve dans la main de M. Konasingbe. Je vous assure, le monsieur l'a déjà dit dans leur congrès, au cours de leur congrès à Tchégi. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, bien sûr. L'opposition n'a même pas de marge de manœuvre. L'opposition n'a pas de marge de manœuvre. Fort est la clé pour la paix dans ce pays. Aujourd'hui, tout ce qu'ils sont en train de faire là, tout le monde sait. On sait que c'est eux qui sont à la base de tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Et c'est eux qui doivent mettre de l'eau dans leur vin. Et pour que les choses marchent, c'est ce que moi je pense. D'accord, très bien. Thomas, merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Il y a un auditeur qui nous dit que le problème togolais est un problème spirituel et non un problème physique, mais chaque fois, voilà, chaque fois vous l'interrompez. Ah, d'accord, il veut parler d'Ambroise Pondio, mais on ne vous arrête pas. Vous avez le temps de parler quand Ambroise. Quand on vous donne la parole, vous parlez. Et il a le sentiment que nous vous arrêtons. Non, t'inquiète, cher citoyen, personne ne me touche ici. Peut-être ailleurs. Ici, je parle comme je veux. D'accord, t'inquiète. Merci beaucoup de faire ce témoignage à Ambroise Pondio. On a un autre auditeur au bout du fil. Allô? Bonjour.
Bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Mohamed Awal Roua, Zongo. Monsieur Mohamedou. Mohamed Awal Roua. Mohamed, très bien. Nous vous écoutons, monsieur Mohamed. Je vous salue. Soyons un peu sérieux. Même les gens du Nord savent très bien ce qui se passe à Sokodé. Et ils savent très bien qu'ils ont tout perdu. Ils n'ont plus de chance. De Sokodé, Bafilo, Samba, Bassar, toute la région centrale, c'est fini pour eux. C'est le pourquoi ils veulent mettre tout à terre. Nous, on ne va pas laisser faire. Même en pleurant, on sait ce qui se passe. On voit. D'accord. Même si on peut parler avec les yeux, on parle en se mettant en silence. C'est notre silence-là qui leur fait de ce qu'ils sont en train de faire à Sokodé. Mais moi, je tiens à dire, mes frères de la région centrale, ils sont sereins. De ne se laisser pas emporter. À 17h, tout le monde n'a qu'à rentrer. Et attendre même les prières de 5h là. Maintenant, on peut laisser ça, on va faire ça dans nos chambres. On verra la suite. D'accord, très bien. Mohamed, merci de nous avoir appelés. Nous saluons tous nos amis de Zongo. Un autre auditeur qui nous dit: aucun civil n'a le courage d'approcher un siège du NIR très sécurisé par les militaires. C'est le cas du siège RPT de Foreva et j'en passe. L'incendie du siège du NIR à Sokodé est l'œuvre des miliciens qu'ils ont installés dans toutes les villes. C'est dommage, dit l'auditeur. Un autre téléphone, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Eric Gaston. Oui, quel est votre nom? Oui, c'est monsieur Ouro. Nous vous écoutons, Ouro. Ok. En fait, nous voudrions dire que ce qui se passe à Sokodé, c'est sous les yeux des soi-disant cadres de la région centrale. Mais personne ne bronche. Nous les interpellons, car ils vivent, ils sont, oui, cadres de Sokodé, ils puissent, même en étant dans les partis politiques unis, qui puissent se prononcer par rapport à ce qui se passe dans leur maison. Mais personne parmi eux n'est pas à mesure de se prononcer. Ce qui montre ou bien ce qui prouve leur complicité par rapport à ce qui nous arrive actuellement. Mais nous allons toujours tenir bon. D'accord, très bien. Et nous bien. allons atteindre notre objectif. Monsieur Ouro, merci. On a compris. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Nous avons encore la place pour deux auditeurs très rapidement. Il y a un qui nous dit notre gouvernement est prêt pour tuer tout le peuple togolais. Je ne suis pas trop convaincu pour cela. Mais c'est son opinion, le laisse avec. Alors, pour se maintenir au pouvoir, pour finir la phrase, mais avec l'esprit des Tavio Amorin et autres, ce gouvernement finira par tomber tôt ou tard, dit l'auditeur. Un autre qui nous dit, eh bien, l'intolérance, oui, mais c'est un peuple qui est en lutte pour sa libération, c'est tout. Les gens se moquent de nous, dit l'auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur Jerry. Monsieur Jerry, nous vous écoutons. Oui, c'est juste pour remercier tous les journalistes qui sont là aujourd'hui. J'aimerais intervenir à propos de Merkel. Oui, allez-y. Je crois que ce qui s'est passé en Allemagne, c'est purement un message à l'intérieur, à l'interne de l'Allemagne. Mais le problème, c'est que là-bas et dans les autres pays occidentaux, chaque fois qu'il y a une élection, les gens qui sont au pouvoir tirent une leçon immédiatement. Vous devez réagir. Alors, on sait qu'il y a 2 semaines, elle a perdu des élections dans la Bavière. Oui, bien sûr. Et l'autre week-end, elle a encore perdu, elle a encore reculé. Donc, elle a tiré une conclusion. Quitte à nos dirigeants africains de savoir que à un moment donné de l'histoire, si vous êtes dirigeant, après 10 ans au pouvoir, vous ne pouvez plus rien apporter à votre peuple. Les gens doivent essayer de s'effacer rapidement. Pour se coller, je vais dire à M. Abi, tout simplement, je l'aime beaucoup. Le problème à se coller, c'est qu'on est par les cadres de se coller.
Donc, ils ne seront pas peur de la solution. Mais on peut brimer un peuple. Un peuple se lève toujours debout un jour. Donc, tout ce qui se passe, ce n'est juste affaire de temps. Vous et moi, on peut circuler à Lomé, au Togo, comme on veut, malgré cette insécurité qui est là. Mais ceux-là, ils sont confinés dans une zone. Ils ne peuvent pas circuler sans leur garde du corps. On n'est plus libre que pour le moment. Merci. Merci beaucoup, M. Guéry. Merci de nous avoir contactés. Et on va finir là-dessus. Il y a un auditeur qui nous dit plus jamais le RPT Unir ne peut plus tromper les Togolais. Ce peuple a trop souffert et du nord au sud, de l'est à l'ouest, il réclame sa liberté. La voix du peuple est la voix de Dieu, ajoute-t-il. Un autre auditeur de nous dire le seul cadre de Sokode qui a encore un minimum de chance à Sokode, c'est le ministre Foli Bazi. C'est le seul monsieur qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe à Sokode, mais lui aussi, s'il ne sait pas s'y prendre, il risque d'être molesté par UNIA. Ce monsieur regrette d'avoir fait partie de ce régime. Ah bon? Ça, c'est pas ce qu'il a dit. Très bien. On va faire un dernier tour de table. Je voulais vous interroger sur le cas de l'Union des forces de changement qui vient de déclarer que si la CEDEAO lui demande de quitter la CENI, il quittera. Chekou. Moi, je dirais que l'UFC serait plus sage si sa démission était donnée quelques jours plus tôt. Ce n'est pas la CEDEAO qui devait lui dire de démissionner, puisque le rapport du 23 septembre était clair. L'UFC devait tirer les conséquences depuis, comme les deux autres partis parlementaires l'ont fait. Si aujourd'hui, pour avoir l'assentiment de la population, elle fait une telle proposition, et si la CEDEAO ne répondait pas, il va y rester. Oui, visiblement, c'est ce qu'on entend par là. Oui, Joël. Non, mais si... J'ai 3 minutes, on va se les partager. Voilà, si on se met dans le cas de figure d'un bras de fer, l'UFC reconnaît que le bras de fer ne va pas à son avantage aujourd'hui. Et elle veut juste prendre un alibi, parce que je viens de reparcourir en fait les expressions, tout ce qu'ils ont dit, etc. C'est un aveu d'échec face à la dynamique qui s'impose aujourd'hui. Et donc, peut-être qu'ils attendent que le comité de suivi vienne leur dire sortez pour qu'ils sortent. Mais au moins, c'est acquis qu'ils reconnaissent que la décision de la CEDEAO va au-delà de leur petit calcul et que, qu'on le veuille ou pas, c'est ça qui triomphera. Mais ce qui serait utile, moi je dis, si le parti veut sauver le peu d'électorat qu'il a encore, c'est avant même qu'on les contraigne qu'ils disent non. Bon, on peut trouver l'habillage n'importe comment pour sauver l'avenir, etc. Et au nom de l'apaisement, on se retire et le parti s'en sortira un peu grandi. Moi, je pense qu'ils sont allés trop loin pour se retirer élégamment. Et la preuve, c'est que Gilles-Christ n'a pas participé à cette conférence de presse. Et pourtant, on l'a annoncé. Mais il ne peut pas venir se ridiculiser. Il ne peut pas venir dire certaines choses comme ça. Tout ce qu'on a, c'est résultats, qu'on a arguments, qu'on attend la CEDEAO et autres là. Un parti sérieux, responsable, ne peut pas tenir ses propos. Oui, quand tu sais que c'est le peu de secondes que tu me donnes, je ne veux pas le gâcher pour des ridiculités. Hein. C'est-à-dire que je ne veux pas. Je veux dire des choses plus importantes. Et vous avez vu comment Dieu a endurci le cœur de Pharaon, jusqu'à le pousser à l'abîme. Il est rentré lui-même dans la mer. C'est ce qui risque d'arriver à ceux qui sont au pouvoir au Togo. Il n'a pas peur des mots. Vous allez voir que le gouvernement a tenu une conférence de presse musclée. Le chef de l'État a fait une sortie au dernier conseil des ministres en menaçant ceux qui sont allés casser des kits dans le Pendjab. Ça vous a dit que c'est Fort Nassibé lui-même qui est au gouvernement. C'est lui qui gouverne le Togo. C'est lui qui président. Oui, mais les gens vous disent qu'il est embrigadé par un système où le militaire, c'est faux. C'est lui qui a écarté ses adversaires pour pouvoir bien dominer le système. Et il est là. Sauf que la prophétie nous conduit vers un point précis. Elle est toujours en cours? Absolument. Vous allez voir que les cœurs s'endurcissent dans le régime. Il y a des gens qui sont plus mécontents que ceux qui sont dehors, au sein même du système, au sein même du parti uni. Très bien. Donc vous allez voir comment les choses vont avancer. Seulement Dieu est avec le peuple togolais, Dieu est avec nous. Et je crois que
S'il y a un peu de raison, les gens vont revenir à de meilleurs sentiments. Mais le contraire, c'est ce qui s'est produit sur Pharaon qui risque de leur arriver. Merci beaucoup, Ambroise Konjo. Le pouvoir aussi fait partie du peuple, non? Monsieur, le pouvoir fait partie du peuple. Merci beaucoup. C'est le peuple qui détient la souveraineté du peuple. Acha Ibrahim, Joël Lega et Fiokolo Adanglodou. Messieurs, merci d'être venus pour le débat. Merci à nos auditeurs. Jerry, Ouro, Mohamed, Thomas, Samir et Bouzambo qui nous ont appelés. Merci à Francis Daé qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi ancien irrigateur. À demain. Taxi FM, la radio géniale dans la capitale Togo. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.